J'en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais j'ai découvert la licence Yakuza l'année dernière avec la version originale de Yakuza 0, un jeu qui est directement entré dans mon top 5 tellement je l'ai adoré. Il relevait d'une telle perfection que je ne trouvais rien à redire. Le secondaire était parfait, le gameplay incroyable et la narration, est-ce que j'ai besoin d'en parler? Si vous avez fait le jeu, vous savez à quel point l'histoire est folle. Et si vous ne l'avez pas fait, alors allez le faire. C'est réellement l'une des plus grandes recommandations que je peux faire sur le plan vidéoludique. En plus, il y a le meilleur harceleur de jeux vidéo que vous allez adorer détester. Et étant donné que j'ai un backlog de jeux à faire long comme le bras, j'ai pris mon temps pour faire les autres. J'ai donc fait Kiwami 2 que j'ai énormément adoré, et enfin Yakuza 3 qui m'a pas autant plu que je l'espérais. Un rythme mauvais, notamment sur son début de jeu, une difficulté que j'ai trouvé absurde, un manque d'interactivité avec les enfants de l'orphelinat et bien d'autres soucis. Pour autant, je l'ai pas détesté non plus. Contrairement à ce que je pouvais entendre, le jeu n'était pas merdique, il était surtout en dessous de la qualité des autres opus, en tout cas de ceux que j'ai joués, car oui, je n'ai pas encore joué à Yakuza 4, 5 et 6. Et donc j'attendais le remake de Yakuza 3 avec grande impatience, car je voulais me rendre compte s'ils allaient améliorer le jeu ou le détruire encore plus. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi placer deux triggers. Je ne vais pas skip le recast qu'il y a eu, car c'est très important d'en parler. Il y aura une section dédiée à Teruyuki Kagawa, qui a mis le jeu au cœur d'une controverse assez rude et pour des raisons justifiées. En revanche, je critique le jeu pour ce qu'il est dans son gameplay, sa narration, son rythme et son secondaire. Le cœur du jeu en somme. Même si ça ne plaira pas aux haters du jeu, sachez que je ne vais pas dire que le jeu est merdique à cause de ce recast honteux. Et donc je vous demande de rester respectueux dans les commentaires, même si vous êtes en désaccord avec les propos tenus dans cette vidéo, autant sur la controverse que ma critique du jeu, s'il vous plaît. Remettons le contexte scénaristique sans aller dans le spoil pour le moment. Kiryu est un Yakuza retraité du clan Tojo qui passe son temps à sauver les miches du clan. Et je rigole pas, le mec ne fait plus partie du clan, mais c'est grâce à lui que le clan survit à chaque jeu. Ayant été adopté par Shintaro Kazama à l'orphelinat Sunflower aux côtés de son frère de cœur Nishikiyama, il aura comme rêve un jour d'ouvrir son propre orphelinat. Sa rencontre avec Haruka le mènera justement à ce rêve dans Yakuza 3 après des aventures toutes plus dangereuses les unes que les autres. C'est ainsi qu'il crée son propre orphelinat, le Morning Glory, à Okinawa, loin de toute la dangerosité du quartier de Kamurocho. Voilà, ça c'est le contexte grossier qui nous mène à ce troisième opus. Et c'est d'ailleurs sur une cinématique de Kiryu en train de pêcher pour faire le repas à son orphelinat que le jeu commence. Et justement, on va commencer cette vidéo en parlant de l'orphelinat, car si c'était pour moi le gros défaut du jeu original, et je vais vous expliquer pourquoi, c'est ici devenu un gros point fort. Dans le jeu original, l'orphelinat n'était qu'un prétexte au scénario. C'était blindé de cinématiques qui essayaient de nous faire nous attacher aux gosses en les enchaînant à la suite, et ça pour moi ça avait été horrible. Les allers-retours entre le centre-ville de Ryukyu et l'orphelinat qui ne servaient qu'à voir des cinématiques, c'était pas intéressant et ça desservait complètement le rythme de l'histoire. On n'avait jamais le sentiment d'être propriétaire d'un orphelinat, on ne faisait rien pour les gosses, on n'avait pas d'interactivité avec eux et on nous imposait juste des cutscenes qui voulaient traiter de chaque enfant un peu dans un format dark. Un coup c'était le gosse, un coup c'est l'autre. Et c'était un des reproches principaux que je faisais à Yakuza 3, le rythme cataclysmique et le manque d'activité avec et pour les enfants. Et c'est pour ça que j'ai largement préféré le début de Kiwami 3. Le jeu va radicalement changer la manière de commencer le début du jeu. Cette fois-ci, on vire les cinématiques que le jeu impose pendant le début de l'original pour les incorporer dans la progression secondaire de l'orphelinat. Laissez-moi vous expliquer. L'orphelinat aura plein d'annexes à réaliser. Et on aura même deux menus permettant de condenser tout ça. Déjà, on a le menu du Morning Glory. Dessus, on peut y voir la progression de notre affection avec les enfants. Cette affection permettra justement de montrer notre rang de papounet, ce qui permettra derrière de préparer différents plats, mais aussi de voir ces fameuses histoires liées aux enfants qui étaient imposées dans le jeu original. Et là, certains diront que c'est un défaut, car on peut concrètement passer à côté de ces histoires si on s'attarde pas sur le secondaire. Et factuellement, oui, on peut passer à côté, mais d'un autre côté, les imposer ne sert à rien, car ça n'apportait absolument rien au scénario. Que ça plaise ou non, mais l'intrigue n'avance pas grâce à ça. Et au contraire, je le redis, mais dans le jeu original, ça plombait juste le rythme du jeu, car ça imposait une introduction à Okinawa de 5 heures, ressentie 10 heures. Sauf que justement, cette structure de l'orphelinat permet beaucoup de choses. De cuisiner, de faire de la couture, d'aider les enfants à faire leurs devoirs. Concernant la couture et les devoirs, cela permet d'augmenter votre rang d'affection avec les gosses, et la cuisine permet aussi d'apporter du scénario, et c'est pour ça que j'ai adoré la structure. Oui, ils ont rendu ça secondaire, mais c'est pas moins complet pour autant. Malheureusement, on a perdu des side stories, je pense notamment au combat de boxe, mais ils ont aussi rajouté à chaque plat cuisiné une narration développant pourquoi tel ou tel enfant veut manger tel plat. Je pense par exemple au moment où on va faire un steak pour Ryona, qui est le dernier plat que sa mère lui a préparé avant de l'abandonner. Dans l'original, vu qu'on ne cuisine pas, Kiryu
sont contentes juste de lui acheter un steak. Mais là, il le prépare et ça fait tellement la différence. On a beaucoup plus l'impression de s'impliquer dans la vie avec les enfants. J'ai parlé de la couture et c'est grossièrement un mini-jeu de précision et de vitesse où il faudra gérer votre rythme, notamment dans les virages. Les devoirs seront pas spécialement compliqués, mais auront un timer et c'est surtout à cause de ça que vous aurez des fautes car vous allez forcément vous précipiter. Dans la cour, il y a aussi un mini-jeu où on peut attraper des insectes avec les enfants. Mais il y a aussi des animaux que vous pouvez aller voir pour les caresser, mais aussi récupérer des objets qu'ils vous auront rapportés. Et ça, que ce soit le singe, le chat ou le chien. Derrière l'orphelinat, il y aura un potager dans lequel vous pourrez cultiver des fruits et légumes. Et à gauche du potager, il y aura du bétail, vous produisant du lait ou des œufs. Tous ces aliments provenant du jardin et du bétail permettront soit d'être cuisinés, soit de remplir des requêtes, car je ne l'ai pas évoqué, mais il y a aussi les requêtes des habitants du quartier. En échange d'aliments tels que de la viande ou du riz par exemple, vous pouvez leur fournir les cultures que vous avez récupérées derrière l'orphelinat, ou bien des plats que vous avez préparés. Et ça permet de rajouter un sentiment que notre présence dans ce quartier n'est pas anecdotique. On aide à la vie locale et on interagit avec elle. Et tout ce que je viens de vous citer, la couture, la cuisine, les animaux, le rang de papounet, les requêtes des habitants, le potager, le bétail, tout ça n'est pas présent dans l'original. Et j'ai tellement accroché à ce système, cette fois-ci j'ai eu constamment la sensation d'être réellement un habitant du quartier, mais aussi et surtout le propriétaire d'un orphelinat et de m'occuper d'enfants. Bien évidemment, je n'enlève pas le fait que d'avoir enlevé des petites side stories sur certains enfants, c'est nul, ça coûtait rien de les laisser, mais c'est impossible de nier que la gestion de cette première partie de jeu est infiniment mieux gérée. Plutôt que de subir une succession interminable de cutscenes, le jeu les dilue à travers un système qui fonctionne et qui rend la chose plus digeste. Alors à Ryukyu, la zone qu'on peut explorer dans ce jeu en plus de Kamurocho, on va nous y intégrer deux types de secondaires, voire même techniquement trois. Le premier c'est l'Alala, c'est la gimmick qui sera liée au téléphone portable à la place des révélations. Pour remettre dans le contexte pour ceux qui n'ont pas fait Yakuza 3 original, le délire des révélations c'était le moyen un petit peu absurde que les développeurs avaient trouvé pour nous faire débloquer de nouvelles techniques de combat. En gros, en se baladant en ville, vous tombiez sur une situation totalement improbable avec un PNJ, genre une mamie qui fait un soleil en scooter ou un mec qui s'encastre dans un mur. Là, Kiryu sort son téléphone, on passe en vue FPS et vous devez réussir un QTE pour prendre la photo au moment parfait. Juste après, Kiryu se met à rédiger un article de blog à toute vitesse sur son portable et boum, l'inspiration frappe, il apprend une nouvelle hit action, une technique de combat en somme. Mais ça, eh ben, ils l'ont dégagé. Alors j'ai deux points de vue sur la chose. Le premier va pas plaire aux adorateurs de ce système, mais personnellement ça m'a pas impacté de l'avoir enlevé, pour la simple et bonne raison que ce n'est pas un système que j'ai spécialement utilisé en faisant l'original. Je l'ai utilisé, je dis pas le contraire, mais je l'ai pas apprécié notamment car c'était ce qui permettait de débloquer des nouvelles techniques de combat, et j'aime pas cette idée. En revanche, d'avoir remplacé ce système par celui de l'Alala, bah c'est vraiment pas fou. Le système l'Alala a deux fonctionnalités, se lier d'amitié avec des randoms dans la rue, mais aussi d'ouvrir des caisses dans Kamurocho et Ryukyu. Il y a des boîtes grises et dorées, et les dorées contiennent justement des collectibles secondaires plus importants que dans les grises, comme des clés de casier. Et autant si j'ai trouvé le système addictif au premier abord, et bah en fait, tant que vous n'avez pas la possibilité d'afficher les PNJ et les boîtes à bip sur votre minimap, vous allez vous retrouver à passer votre temps à appuyer sur la gâchette, marcher et essayer de trouver les boîtes. Et le truc c'est que, heureusement que le jeu permet ensuite d'afficher ça sur la minimap, mais tant qu'on le sait pas, et bah vous risquez de passer trop de temps à vouloir tout scanner, surtout si vous êtes complétionniste comme moi, et ça m'a fait chier. Surtout que si les révélations je trouvais le système marrant mais relou car ça permettait de choper des techniques de combat, au moins c'était original et dans l'ADN de la série. Là je trouve que ça ressemble surtout à une collectionnite aiguë déguisée. Sur le papier ça rajoute du contenu secondaire car il y a énormément de PNJ avec lesquels on peut devenir ami, mais c'est juste du rajout artificiel qui ne sert même pas pour le platine du jeu. En bref, le nouveau système il est pas bon et les révélations étaient clairement un meilleur choix. Je dirais que le meilleur entre deux était justement de garder les révélations, mais vraiment en tant que bonus et pas de mettre des techniques de combat en récompense de ces révélations. Maintenant parlons des guerres de gang. Toujours à Okinawa, vous pourrez vous entraîner au nouveau style de combat exclusif à ce remake. Vous avez le style dragon de Dojima, le classique bourrinage de coups de poing avec la possibilité de prendre un panneau publicitaire et l'éclater sur la gueule de vos ennemis, mais vous avez aussi le style de combat Ryukyu qui utilisera des armes pour vous battre et vous aurez justement un dojo dans lequel vous entraînez et où vous pourrez monter de rang. Le propriétaire du dojo a d'ailleurs une fille, Tsubasa, qui est membre d'un gang de motards, les filles du Asai. Et là on rentre dans une histoire secondaire assez grosse. Un peu comme le cabaret dans Yakuza 0 et Kiwami 2 qui étaient des mini-jeux de gestion incroyables avec du scénario, là Kiryu va rejoindre ce gang de motards pour les aider à se défendre face aux autres gangs, mais aussi pour défendre Okinawa qui est pris d'assaut par un gang venant de Kamurocho considéré comme le plus violent du pays. Il y aura 3
catégories de combats dans ce système, les combats de gang qui sont juste des petits combats de rue qui se font assez aisément, les exterminations totales sont des grandes batailles géantes ou à contrario des combats de gang qui n'envoient qu'un seul escadron se battre, là ce sera vos 4 escadrons que vous avez préparés qui seront envoyés au combat. Et pour finir il y a les guerres de territoire, c'est là où le scénario se déroule. En gros vous lancez un certain nombre d'escadrons à l'attaque. Chaque escadron doit aller prendre d'assaut des bases un peu à la manière d'un Warriors et une fois toutes les bases contrôlées, vous rentrez dans une grosse bataille où tous vos escadrons affrontent le gang d'en face. Vous avez la possibilité d'avoir des objets dans ces batailles, ça peut aller du heal à l'offensif. Chaque escadron doit être correctement optimisé sur quoi mettre car vous aurez des membres plutôt offensifs, d'autres seront axés défensifs et d'autres seront des healers. Si vous faites des équipes full attaque, vous allez forcément avoir cette dite équipe qui va se faire tabasser à partir d'un certain moment. Donc l'optimisation reste très importante. En plus il y a un niveau de rareté si on veut et chaque rang aura des stats plus élevés que celles en dessous. Chaque membre aura aussi des particularités, certains par exemple pourront infliger saignement ce qui diminuera la vie de l'ennemi continuellement pendant une certaine durée. Dans chaque grosse bataille il y a des missions secondaires à remplir qui vous obligeront parfois par exemple à ne pas utiliser certains types de membres, mais comme je l'ai dit c'est du secondaire donc pas important. Et la cerise sur le gâteau c'est qu'en termes de scénario et bah c'est très complet exactement comme les cabarets que j'ai cités. Il y a un début et une fin et ça donne vraiment l'impression d'un jeu dans un jeu. Et c'est pour ça que j'ai adoré ce secondaire car il ne se contente pas juste de faire une succession de combats mais d'y intégrer un scénario intéressant à suivre et qui va permettre de souder des gangs pourtant rivaux. Et que ce soit le dojo ou bien ce système de gang, ce n'était pas présent dans l'original et ça apporte une réelle plus-value. Vous avez le droit de ne pas aimer car la finalité sera toujours de se foutre sur la gueule avec d'autres personnes comme globalement toutes les quêtes secondaires des jeux Yakuza, même si c'est particulièrement ce Yakuza Kiwami 3, mais c'est un ajout qui est vraiment travaillé et apporte encore une fois un ajout positif à un Ryuku pourtant ennuyeux dans l'original. Pour vous donner une idée de mon appréciation personnelle, dans Yakuza 3 j'ai passé environ 5 heures sur la partie Okinawa avant de retourner à Kamurocho et c'est globalement la moyenne de chacun parce qu'en vrai il n'y a pas grand chose à faire de toute façon à Okinawa. Là j'ai passé 10 heures à Ryuku sans me lasser et en faisant beaucoup de secondaires. Le système Lalala est pas bien mais les rajouts dans cette première partie de jeu ne sont pas à négliger. Je veux maintenant faire une aparté sur les quêtes secondaires qui sont les sub-stories. On en avait auparavant 119 mais dont une grande partie n'était pas intéressante et ça même les threads Reddit le disent. Dans ce Kiwami 3 il y en a 88 qui ont été retirés. Et là je vais parler en ayant fait pratiquement toutes les sub-stories de Kiwami 3 mais pas de l'original parce qu'il y en avait beaucoup trop. Je trouve pas ça forcément mauvais d'en avoir enlevé, surtout quand beaucoup étaient bateaux et sans profondeur narrative. Ça permet de se concentrer sur des quêtes plus intéressantes et mieux travaillées. Mais c'est ce que j'aurais dit si c'était le cas. Kiwami 3 a supprimé des quêtes absolument géniales. Et là je pense notamment à la quête de la personne transgenre qui était super intéressante. Pourquoi l'avoir enlevé? Alors d'ailleurs les transphobes vous pouvez déjà supprimer votre commentaire, vous serez ban instant, je vous préviens juste. C'était une des meilleures quêtes de la saga et elle a été enlevée. Pour ceux qui ne la connaissent pas, cette histoire parlait d'une femme, anciennement homme, qui était amoureuse de quelqu'un, mais elle n'osait pas se déclarer, notamment car elle avait peur d'exprimer sa transidentité. Et la moralité de l'histoire faisait que Kiryu disait que ça importait peu, car ce qui est important c'est qui elle est aujourd'hui et que si elle se sent bien comme ça, elle doit en être fière. Si finalement la personne dont elle est amoureuse refuse, c'est parce qu'il n'était pas fait pour être compatible. Et c'était réellement intéressant à suivre. Et le fait qu'une quête sur un sujet en plus de ça d'une telle actualité soit enlevée relève clairement d'un manquement honteux. Même la quête où Kiryu est dans un film a été enlevée. Et le souci du secondaire de Kiwami 3 c'est qu'ils n'ont gardé que les quêtes sans profondeur narrative. La plupart des quêtes consistent juste à suivre une histoire sans profondeur qui se soldera par une bataille contre des PNJ qui ont la même gueule que tous les gars que vous tabassez dans la rue et ça pue les raisons économiques tout ça. Ma théorie et celle que beaucoup de gens ont, c'est que Kiwami 3 est sorti car il n'y avait aucun jeu Yakuza qui sortait durant la dernière année fiscale. On sait que les Kiwami ont toujours enlevé du contenu. Je pense notamment à Kiwami 2 et la zone Shinseisho qui a été retirée alors que dans l'original, le chapitre 11 se passait littéralement là-bas. Même si factuellement l'histoire restait la même, c'était quand même une zone sacrifiée probablement pour des coûts budgétaires. Et là c'est sûrement la même chose. Pour que le jeu sorte à temps et qu'il ne coûte pas trop cher, ils ont probablement délibérément supprimé les quêtes qui étaient longues et qui nécessitaient d'engager des acteurs de motion capture pour se concentrer sur des quêtes courtes où on peut y foutre n'importe quel PNJ et qui pouvait se terminer avec un combat contre random connard qui a la même gueule que le gars que vous avez tabassé 500 mètres plus loin. Et attention, ça n'excuse rien. Si c'est réellement le problème, alors pourquoi ne pas avoir fait comme Gaiden Kiryu et sortir un Gaiden miné? C'est pas un personnage impopulaire au sein de la fanbase, tout le budget est parti dans Dark Ties on dirait, le standalone qui accompagne la sortie de Kiwami 3. Pourquoi ne pas juste avoir sorti Gaiden Dark Ties, peaufiner ce standalone car il en avait vraiment besoin mais ça on y reviendra le moment venu, et faire votre sortie annuelle. La quête avec Hanko-san était bien, mais sincèrement de toutes les quêtes, les seules que j'ai retenues c'est Hanko-san et la gamine qui veut partir à Kamurocho mais son père ne veut pas car c'est dangereux et c'est lié au décès de sa femme. La quête avec Hanko-san était intéressante à suivre et la quête avec le daron et sa fille avait une conclusion qui traitait du deuil de la défunte femme du père. Mais j'ai retenu que ça car c'était les plus intéressantes et malgré tout ça finissait toujours par se solder par des combats. Enfin si, il y a aussi la quête qui débloque le véhicule permettant d'aller
plus vite. La morale derrière est bien, mais elle sert surtout à vous débloquer un moyen de transport plus rapide en vrai. Ce n'est qu'une théorie, mais d'avoir enlevé 88 sub-stories et en plus de n'avoir regardé que les plus bateaux vont en faveur de ce que les fans pensent. Au final, tout est toujours une question d'argent ou de fonctionnaire et c'est le joueur qui en paiera les conséquences. Mais je maintiendrai quand même que tous les rajouts secondaires liés à l'orphelinat, le dojo et l'histoire du gang de motards ne sont pas feignants et c'est probablement dans ça que l'équipe s'est concentrée. Mais je pense sincèrement qu'il n'était pas obligé d'en enlever autant et surtout, il pouvait en garder certaines. On va maintenant faire une aparté sur le gameplay. Dans le maniement de Kiryu, ça s'éloigne complètement des déplacements lourds et lents de l'original et reprend clairement la fluidité de déplacement qu'on a dans les jeux plus récents, voire de Kiwami 2. Il n'est pas lourd du tout, on peut accélérer pour aller plus vite, en plus d'avoir le fameux véhicule dont je vous ai parlé, qui peut même s'améliorer au fur et à mesure que vous progressez dans la quête liée à ce véhicule. Et même sur les combats, on sent la différence. On a deux styles de combat d'ailleurs, contrairement au jeu de base, le style Dragon de Dojima mais aussi le style Ryukyu, et je le mentionnais plus tôt, mais le style Ryukyu utilise des armes pour se battre. Ces armes permettent notamment d'avoir divers effets selon l'input que vous réalisez. Si par exemple vous maintenez le bouton B ou rond, si vous êtes sur play, vous allez créer une attaque de zone qui fera des dégâts aux ennemis autour de vous. Et grâce à l'arbre de compétences, vous pourrez même augmenter la portée de cette attaque. Ce style permet aussi d'infliger des effets de statut aux ennemis comme le saignement en utilisant les lames pour terminer un combo. Et dans les guerres de territoire, ça sera terriblement pratique pour faire perdre de la vie facilement à un gros boss. Et mine de rien, c'est super agréable de jouer avec ce style. Ce qui est perturbant au début surtout, c'est qu'on ne peut pas grab les ennemis et on ne peut rien prendre du décor pour l'éclater sur la gueule de l'adversaire. Mais c'est pas forcément dérangeant car c'est un style qui est utile pour contrer tous les types d'ennemis. Ceux qui n'ont pas d'armes et se défendent à main nue, vous allez pouvoir briser leur défense grâce aux lames. Et ceux qui ont des flingues ou des lames, vous pourrez bloquer les attaques avec le bouclier. C'est presque cheaté. Et de ce fait, en réalité, j'ai moins utilisé le style d'Ojima. Non pas qu'il est mauvais, au contraire, j'ai préféré son maniement à l'original, et heureusement, hein. Mais à part pour les esquives parfaites et le fait de pouvoir grab les objets ainsi que les ennemis, il n'y a pas trop d'intérêt à utiliser ce style. En tout cas, il y a moins d'intérêt, il est moins polyvalent que le style Ryukyu. Après, côté mini-jeu, j'ai pas grand chose à redire, tout se joue bien, j'ai toujours rien compris au mahjong, et le baseball est giga fourbe avec ses directions qui changent d'un coup, mais c'est toujours fun de tout faire, surtout le karaoké évidemment. Côté scénario, je ne vais pas trop aller dans le détail pour ne pas spoil, notamment ceux qui n'ont pas encore fait le jeu. J'ai pas noté de changement majeur, l'histoire reste globalement la même avec des enjeux géopolitiques, et ça moi j'adore. On a même quelques cinématiques en plus, et qui dénaturent en rien l'histoire, au contraire, typiquement la cinématique où Kiryu rencontre Suzuki devant l'orphelinat, j'ai trouvé super. Je trouve ça d'ailleurs assez ironique quand même d'avoir enlevé un passage du jeu où Rika va défendre une femme d'une agression sexuelle, ou en tout cas d'une future agression sexuelle, dans un jeu qui engage un agresseur sexuel. Bref, on reparlera de Kagawa plus tard. Mais, alors là, je vais gueuler. Déjà que je trouvais la fin de Yakuza 3 original à chier, là c'est pire. Et je mets donc une alerte spoiler exceptionnelle car je vais clairement parler de la fin. Allez à ce timer pour éviter les spoils. En attendant, voilà 5 secondes de Kiryu qui hurle. Bon, alors, je vais parler sans avoir fait Yakuza 4, en exprimant donc mon ressenti et ce que j'ai vu sur internet. Je trouvais la fin de l'original nulle à chier et sans conséquence, et je parle pas de la mort de Binet qui avait du sens. Se rendant compte de ses erreurs, il a préféré mettre fin à ses jours pour réparer son erreur en sauvant la vie de Daigo après avoir failli le tuer. Ça, c'était bien. Mais Yamazaki qui avait survécu aux Chinois et qui plante Kiryu pour que la cinématique d'après Kiryu aille très bien, ça, c'est de la merde. Et sincèrement, je ne me serais jamais dit que les remakes allaient faire pire. Genre, Miné qui survit, sérieusement. Alors le point positif, c'est que ça empêche de voir cette scène ridicule et inutile où Yamazaki plante Kiryu. À la place, on voit Miné qui l'arrête avant qu'il passe à l'acte, mais avec un discours complètement débile et contradictoire avec ce qu'il dit juste avant de sauter de la tour avec Richardson. Mais surtout, pourquoi Miné il est en vie en fait? Genre putain, oui, je veux bien que les Yakuza n'ont pas vocation à être 100% réalistes, mais il y a quand même une putain de différence entre survivre à un coup de couteau et survivre d'une chute d'environ 200 mètres. J'ai hurlé en le voyant apparaître, surtout que la raison de sa survie qu'on apprend dans Dark Ties est d'autant plus conne quand on se dit que c'est un putain de buisson qui l'a empêché de s'éclater au sol. Ce truc tout con là, vert, sauve la vie d'une chute colossale, ça n'a aucun sens bordel. Et de ce fait, j'ai réussi à trouver la fin du remake plus catastrophique que l'original. J'ai applaudi la performance car faut le faire. Et surtout en voyant ça, je m'étais dit, mais est-ce que ça impacte pas genre violent les jeux suivants? Et globalement de ce que j'ai vu, si. Alors certains disent que c'est carrément impossible de faire Yakuza 4 avec la fin de Kiwami 3, d'autres disent juste que ça retconne quelques
événements, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que la volonté de cette fin est de créer un canon différent aux jeux originaux, un lore propre au Kiwami. Et qui sait, le retcon de la Director's Cut de Yakuza 0 aura peut-être aussi un impact sur les prochains jeux. Malgré cette fin honteuse, je maintiens que ce remake n'est pas la merde que les gens prétendent qu'il est. Il a ses défauts, ses manquements, mais il a aussi ses qualités, ses rajouts et ses améliorations qui rendent l'expérience bien meilleure. Il y a une certaine hypocrisie qui s'est créée autour de ce remake. On voit maintenant des gens dire que le jeu original était super alors que c'était le mal aimé de la franchise jusqu'à la sortie de Kiwami 3. Certes, ce remake alterne le bon et le moins bon par rapport à l'original, mais il offre au bout du compte une expérience bien plus gratifiante. Mais je ne pense pas avoir peur de dire que la haine autour de ce jeu est liée à une chose, Teruyuki Kagawa. Bon, on rentre dans le sujet qui fâche. Petite remise en contexte. Dans le jeu, il y a un personnage appelé Amazaki. Et ce que vous voyez à l'écran est son design dans le jeu original. Sauf que pas mal de personnages ont été recast pour ce remake. Je pense à Rikia, maintenant joué par Sho Kasamatsu, ou Nakahara, joué par Ryo Ishibashi. Et on va pas se mentir que ça a gueulé même pour eux. Pas parce que les acteurs sont problématiques, mais parce que les fans n'étaient pas contents qu'ils soient recast. Je peux comprendre sur papier, Rikia avait un design très différent, mais il est pas moche dans Kiwami. Je trouve qu'il a toujours la même aura de personne un peu bête, car l'acteur joue très bien le personnage. Et si tout le reste du cast original est là, je ne pense pas que ce soit une question financière. Mais concernant Amazaki, la pilule n'est pas passée de la même manière. L'acteur qui le joue se nomme Teruyuki Kagawa et il a des casseroles au cul comme une certaine affaire d'agression sexuelle. L'affaire qui a éclaté au Japon en août 2022 est assez sordide. Les détails révélés par le magazine Shukan Shinsho décrivent un comportement extrêmement agressif et la gestion de la crise par l'acteur a été massivement critiquée pour son manque de sincérité. Les faits se sont déroulés en juillet 2019 dans un club privé du quartier de Ginza à Tokyo. Kagawa, alors sous l'effet de l'alcool, s'est installé à côté d'une hôtesse et a commencé à avoir des gestes d'une grande violence. Les rapports de l'époque indiquent qu'il a touché de force la poitrine de la jeune femme, a retiré son soutien-gorge pour le faire passer à ses collègues et amis présents avec lui, avant de la forcer à l'embrasser et de lui humilier le visage en l'embrassant de force dans le cou. La victime a développé un syndrome de stress post-traumatique sévère à la suite de cette agression. Concernant les excuses publiques de Kagawa, elles ont été jugées hypocrites par une grande partie du public. L'acteur a présenté ses excuses en larmes à la télévision lors de l'émission matinale qu'il animait à l'époque, affirmant qu'il regrettait profondément son manque de retenue dû à l'alcool. Cependant, la sincérité de cette démarche a été immédiatement contestée. L'agression avait lieu 3 ans plus tôt, en 2019, et Kagawa n'a exprimé des regrets qu'une fois que l'affaire a été rendue publique par la presse d'investigation en 2022. De plus, la victime n'avait pas directement attaqué l'acteur en justice, mais avait déposé une plainte civile contre le gérant du club pour ne pas l'avoir protégé. Cette plainte a finalement été retirée après un accord à l'amiable, ce qui a permis à Kagawa d'éviter des poursuites pénales directes. Mais c'est pas tout. Les enquêtes journalistiques qui ont suivi la première révélation ont mis en lumière d'autres comportements problématiques de l'acteur. Une autre femme, travaillant également comme hôtesse, a rapporté avoir subi des pressions et des comportements inappropriés de sa part. Kagawa et son agence de gestion ont choisi de ne reconnaître officiellement que les faits liés à la première plainte, ceux pour lesquels des preuves ou des témoignages solides existaient dans le dossier civil, tout en restant flou ou en ignorant les autres accusations de comportements abusifs commis sous l'emprise de l'alcool. Et c'est précisément ce décalage entre ces excuses télévisées très théâtrales et le refus de faire face à l'ensemble de ces agissements qui a rendu l'acteur si toxique aux yeux de l'opinion publique japonaise et des joueurs internationaux lors de l'annonce de son rôle dans le jeu. La controverse et la colère des fans est totalement méritée. Ce mec est une pourriture et n'aurait jamais dû être casté, surtout qu'il y avait une controverse similaire pour Judgment, un spin-off de la licence Yakuza. En mars 2019, juste avant la sortie de Judgment, Sega se prend un énorme mur. L'acteur Pierre Taki, qui prête ses traits et sa voix au personnage de Kyohei Amura, est arrêté à Tokyo après un contrôle positif à la cocaïne. Et au Japon, la politique sur les stupéfiants, ça pardonne pas. Et pour une figure publique, c'est le bannissement médiatique immédiat. La réaction de Sega a été instantanée et radicale. Le studio stoppe net les ventes du jeu, retire les exemplaires des rayons et supprime toutes les bandes annonces. Pour sauver le lancement, RG Studio engage en urgence un nouvel acteur, Miyu Tanaka, pour réenregistrer l'intégralité des dialogues, tandis que le développeur remodèle complètement le visage en 3D du personnage. C'est grâce à ce rush monumental que la version occidentale a pu sortir à temps, mais avec un Amura métamorphosé par rapport à la version japonaise d'origine. Et donc, très logiquement, vu la réactivité qu'ils ont eue pour Judgment, tout le monde s'est dit qu'en gueulant, ils allaient faire de même. Mais non, au contraire, ils l'ont gardé, et leur excuse est lunaire, étant donné que Amazaki est un enfoiré dans le jeu. Le cast parfait à leurs yeux doit être celui d'un enfoiré dans la vraie vie aussi. C'est une excuse de merde, c'est une dinguerie. Donc moralité de l'histoire vis-à-vis des japonais apparemment, c'est mieux d'agresser une femme que de fumer de la cocaïne. C'est complètement con, c'est complètement con. Et puis de toute façon on va être franc, le souci repose pas que sur le fait que Kagawa est une merde. C'est aussi que le recast est juste dégueulasse. On passe d'un mec à l'allure réellement méchant, un regard froid et impitoyable, sa chemise ouverte en haut donne un aspect un peu rebelle avec sa chaîne en or de visible, renforçant le côté gangster. Et même s'il est pas mal coiffé ni mal habillé, il a pas
cette sensation de propre sur lui, alors que Kagawa, si, il a pas la balafre de Hamasaki. Il est très bien habillé et trop propre sur lui. Il est aussi beaucoup plus blanc. Hamasaki avait mine de rien pas mal de mélanine, là non. Enfin, par rapport à l'ancien design et surtout le comportement du personnage, sa gueule et son allure ne vont juste pas. C'est un mauvais choix, autant pour des raisons morales que pour le jeu lui-même. J'ai presque envie de dire, heureusement qu'on le voit moins que certains antagonistes du jeu. D'ailleurs, sur PC, il y a un mode pour remettre l'ancien design de Hamasaki, hein, vous vous en doutez. Mais vraiment, il suffit de mettre les cinématiques côte à côte pour voir que visuellement, ça ne va pas. Vraiment, ça a été une décision merdique de bout en bout. Bien, maintenant on va passer à la vraie grosse nouveauté de ce remake, le standalone Dark Ties. A l'instar de Syncross Shadow Generation qui avait une extension appelée justement Shadow Generation pour accompagner la sortie du remaster Sonic, nous avons une extension qui nous met dans la peau de Miné et va nous compter son ascension dans le clan Tojo. Enfin il essaye. Je vais comparer avec Shadow Gens car la volonté de base est la même, proposer une nouveauté pour justifier l'achat du remake ou du remaster, et Shadow le faisait parfaitement bien. Une nouvelle histoire, des cinématiques travaillées, des nouveaux pouvoirs et surtout que des nouveaux niveaux et qui étaient tous vraiment très bien. Et Dark Ties il fait tout l'inverse, c'est l'extension de la flemme. Alors forcément on a Kamurocho et je vais pas dire que c'est ça qui en fait une extension de la flemme car sinon chaque jeu sera un jeu de la flemme. Le souci c'est qu'en termes de secondaire et d'histoire c'est pauvre. C'est censé nous raconter comment Miné est rentré dans le clan Tojo et a gravi les échelons, mais la narration est pauvre et le peu qui est raconté ne nécessitait pas un standalone car on n'apprend rien. La plupart des choses sont déjà dites par Miné lui-même dans le jeu de base, comme le fait qu'il a utilisé de l'argent pour entrer dans le clan Tojo et amadouer Kanda, le fait que grâce à lui le clan s'en est financièrement mieux sorti, genre tout ça on le sait déjà. On nous montre principalement des choses qu'on nous avait déjà dit. Le jeu va plutôt poser un visuel sur des choses qui n'étaient que des dialogues dans le jeu original. Et la seule chose que j'ai appris en réalité, et là je parle de la narration principale, c'est le dénouement final qui montre comment Miné a réussi à avoir le respect de Daigo et sa propre famille. C'est tout. Ils essaient aussi d'approfondir le lien entre Miné et Kanda, mais pareil le principal fera le strict minimum et il faudra réaliser le secondaire pour avoir des mini-scènes avec Kanda qui vont montrer l'évolution de leur liaison. Sauf que ça c'était quelque chose que je voulais directement dans le principal justement. Et parlons du secondaire, il était pas bien. Pas horrible, mais pas bien. En fait, il a aussi un gros système secondaire qui va consister à augmenter la popularité de Kanda. Vu qu'il a la flemme, c'est nous qui allons réaliser les tâches demandées par les habitants du quartier. Et c'est répétitif et ennuyeux. Soit ça sera juste des bastons, soit des quêtes où il faut trouver quelque chose sur la map, comme les 7 boules de cristal faisant référence à Dragon Ball, soit enquêter mais en partant de rien. Pas toutes les quêtes en soi, mais facilement la moitié et sans indication, on ne sait pas où commencer à chercher. Une fois lancé dans la quête en soi ça va, il suffit de suivre le scénario, et quand on ne dit rien sur où chercher, bah faut juste fouiller la map de fond en comble et ça a rien de fun alors que c'est même le début de la quête quoi. Mais de toute façon 95% de ce que vous allez réaliser se soldera toujours par de la baston comme Kiryu, et c'est aussi ça qui donnera un aspect aussi répétitif. Déjà que les quêtes secondaires de Kiryu manquaient de profondeur narrative et se reposaient surtout sur la bagarre, et bah Miné c'est pareil. Et ce qui rend la chose encore plus indigeste, c'est que son gros mini-jeu c'est juste une succession de bastons pas équitables. En gros il faut aller taper 3 gongs et ça permet d'ouvrir une porte et après vous affrontez un boss. Voilà, je vous ai résumé la chose. Mais la difficulté monte de manière assez brutale et même si vous farmez, ça sera toujours trop dur. Si me prendre une lame de poison m'enlève 90% de ma vie, même en ayant bien upgrade mon Miné, alors à quoi ça sert? Entre ça et le secondaire de Kanda, la répétitivité est omniprésente, donc forcément quand t'es juste encore à Kamurocho avec une narration bateau et pas intéressante à suivre, l'appréciation ne peut pas être élevée. Puis sincèrement, je me permets un mini spoil sur la fin de Dark Ties, et donc aussi par conséquent sur la fin de Yakuza 3 original et de Kiwami 3, hein, donc encore une fois, allez au timecode affiché à l'écran. Mais de savoir que Miné s'est pris des coups de batte de baseball notamment à la gueule pendant plusieurs minutes vu que Kanda a eu le temps de s'enfuir et que Daigo a eu le temps d'arriver, que Miné n'est pas mort et qu'en plus juste après il va tabasser le boss final, genre entre ça et la manière dont il a survécu à sa chute du haut de l'hôpital, c'est rempli de bullshit mais complètement incohérent. Et le pire c'est qu'il y a des choses, bah c'est bien. La manière dont est traité le lien entre Daigo et Miné est bien. On ressent l'affection que Daigo portait à Miné et le respect que Miné avait pour Daigo. Le gameplay aussi, parlons-en, c'était génial de jouer Miné. Il a des enchaînements très fluides, un gameplay de combat jouissif. Son système d'éveil est bien intégré et permet de rendre les combats de Miné réellement différents de ceux de Kiryu. Et ça me frustre, car sur certaines choses, je ressens le savoir-faire de RGG, mais sur la quasi-totalité, c'est juste nul et ça renforce la théorie qu'ils ont rush ce remake pour le sortir pendant l'année fiscale, vu qu'il n'y a rien qui était sorti, Kiratawa étant sorti l'année fiscale d'avant.
Yakuza Kiwami 3 n'est pas la merde que les gens prétendent qu'il est. Je l'ai dit, mais il a ses défauts et ses manquements. Les substories ne sont quasiment pas intéressantes, mais il rajoute beaucoup de secondaires qui sait être divertissant. Il améliore réellement le rythme du jeu, autant dans son gameplay que dans sa narration, et c'est pour ça que je n'irai pas dire que c'est un jeu de merde. Le souci qui s'est posé, c'est que la controverse autour de Kagawa met automatiquement le jeu dans la case jeu de merde, tout est à chier, mais sauf que non, le boycott est légitime, et ça je ne dirai jamais le contraire. Je l'ai moi-même pas acheté sur Steam et via G2A pour justement éviter de donner de l'argent à RGG, et je vous invite à faire de même, voire de le crack si vous vous en fichez d'avoir vos heures de jeu Steam ou vos succès, mais le jeu en lui-même est globalement mieux que l'original, et ça ne serait-ce que pour son gameplay et son rythme bien mieux géré, car ça reste l'essentiel dans la qualité d'un jeu vidéo. Le secondaire ne s'appelle pas secondaire pour rien. Yakuza 3 a toujours été le mal-aimé de la licence, notamment pour son histoire qui avait moins été appréciée, et d'une certaine manière c'est logique que le remake ne soit pas non plus autant apprécié que d'autres Yakuza. Ça reste la même histoire, la même trame, mais n'enterrait pas tout le travail des développeurs pour une mauvaise décision qui provient de gens qui ne sont pas les devs eux-mêmes. On ressent clairement que les développeurs ont fait de leur mieux avec ce qu'ils avaient et le temps qu'ils ont eu, et je trouve ça dommage d'automatiquement dire que le jeu est merdique pour une décision foireuse. Ce n'est pas ça qui fait la qualité du jeu, et je le redis, mais je ne soutiens pas la décision du studio, et je comprends parfaitement le boycott, mais je ne soutiens pas non plus l'idée de dire qu'un jeu est merdique pour un mauvais cast alors que des développeurs ont travaillé d'arrache-pied dans un domaine réputé pour être infernal qu'est le jeu vidéo. J'ai apprécié parcourir les rues de Ryukyu et Kamurocho, d'être le propriétaire d'un orphelinat, de sauver une énième fois le clan Tojo, de faire partie d'un gang de motards. J'ai apprécié ce remake qui propose une meilleure expérience de gameplay et narrative que l'original, et c'est ce que j'attends d'un remake. Merci de m'avoir écouté, je le répète mais restez courtois dans l'espace commentaire, je sais que juste Kagawa suffira à me valoir un potentiel tour en insultes, mais comprenez au moins mon propos. En tout cas dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire, vous abonnez pour être au courant des prochaines vidéos, venez me suivre sur twitch.tv/veil-du-bas où je live régulièrement, un peu de tout, et n'hésitez pas non plus à aller me follow sur Backlog, j'y poste des reviews sur tous les jeux que je fais, donc voilà, au moins comme ça vous pourrez avoir mon avis sur beaucoup de jeux vu que je fais beaucoup de jeux, et je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.